les destinées de l'Afrique. C'est une honte de voir des présidents africains se rendre en France, se rendre aux États-Unis pour recevoir des ordres sur ce qu'ils doivent faire chez eux. Voilà un peu la quintessence de mon intervention aujourd'hui. Nous devons nous battre pour nos pays, nous devons nous battre pour l'unité africaine. Moi, je vous admire beaucoup, Georges Mpassi, vous êtes un grand panafricaniste. J'ai grandi dans cette idéologie-là, que l'Afrique peut être une, que l'Afrique peut être forte. Dieu nous a donné un continent extrêmement riche, extrêmement riche. Le seul handicap que nous avons, c'est de n'avoir pas conscientisé notre peuple suffisamment que pour, qu'en son sein s'élèvent des leaders prêts à sacrifier leur vie. Mais il y en a eu, mais il n'y en a pas eu assez. Il faut que nous atteignions une masse critique. Je crois que les ingénieurs, les mathématiciens parlent comme ça. Une masse critique, un nombre suffisant de leaders qui pensent, comme je viens de le dire là, qui pensent que l'Afrique est capable de s'imposer sur la scène internationale. S'il y a un nombre suffisant, le mouvement sera irréversible. Le mouvement sera irréversible et je peux vous garantir que dans un siècle, ce sera l'Afrique qui dominera le monde. Nous avons vu le Japon, où j'habite, le pays où j'habite actuellement. Le Japon a été écrasé, complètement écrasé, durant la Deuxième Guerre mondiale par les Occidentaux. Mais en moins de 20 ans, le Japon s'est relevé et a pu organiser les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Le monde entier était revenu au Japon, reconstruit. Et dans les années 70, le Japon était en pleine croissance économique et tout le monde venait s'agenouiller, y compris les Occidentaux, au Japon. Maintenant, la Chine est en train de monter. Donc, le rapport de force change. L'Afrique demain sera le continent où tous les autres viendront peut-être, si nous formons bien nos jeunes aujourd'hui et qu'ils deviennent de leaders forts demain, l'Afrique sera le sommet de l'humanité. Ça, c'est bien dit. Bon, mon frère Lombert, Ngoy, quel est le message? Oui, mon frère. Oui, quel est le message que tu peux envoyer à des jeunes filles africaines qui deviendront des femmes demain, qui deviendront des mères? Quel est le message que tu peux leur donner à toutes ces filles, jeunes filles qui sont en Europe et dans le reste du monde, s'il te plaît, et les jeunes garçons, parce que pas mal, ils sont dans les réseaux sociaux, ils ne parlent pas de la RDC, mais ils préfèrent regarder les films d'adultes et les théâtres. Quel est le message que tu peux leur donner, s'il te plaît? Le message que je peux leur donner, c'est que les jeunes femmes africaines, surtout, doivent retourner à nos racines africaines. C'est-à-dire, la femme doit commencer par se respecter elle-même pour que les autres la respectent. Voilà. Bravo. Donc, une femme qui regarde une autre femme nue à la télévision devrait pouvoir, à la télévision, dans les vidéos, devrait pouvoir être choquée par cela et élever la voix. Une jeune femme africaine qui s'aperçoit que son mari, que son copain, son enfant, garçon ou fille, est en train de passer son temps à regarder ce genre de choses, à s'imprégner de ce genre de choses, devrait pouvoir se lever et dire cela est contraire à nos valeurs. Mais cela vient, comme je vous l'avais dit, mon frère Georges Mpassi, à éduquer notre peuple. Vous savez, les Européens nous ont amené l'école en Afrique. Et on nous a appris que l'école, c'était l'ascenseur pour la connaissance, l'ascenseur social qui vous permettait de pouvoir vous évoluer et de vous épanouir. Voilà. Mais l'école a été utilisée comme instrument de la destruction. D'aliénation, de la destruction de l'Afrique. Il nous faut reformer l'école. Il nous faut reformer l'école. Mais vous et moi et d'autres avons déjà commencé ce travail-là parce qu'aujourd'hui, nous occupons l'espace des réseaux sociaux où nous véhiculons les valeurs que les Africains doivent pouvoir intérioriser.
Vous savez, ces histoires de pornographie, ces histoires d'homosexualité, toutes ces affaires-là, ce sont des choses qui sont extérieures à l'Afrique, hein, que nos jeunes apprennent à l'extérieur, qu'on leur fait miroiter comme étant relevant de la liberté, relevant de l'exercice démocratique de leurs droits, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais nos sociétés africaines étaient conçues autrement. Je ne dis pas que ces sociétés africaines n'avaient pas leur côté négatif, hein, n'avaient pas leur côté négatif, mais il appartient à chaque peuple de faire les corrections nécessaires et ne pas se voir imposer des modèles extérieurs. J'ai beaucoup appris du Japon où j'habite ici. C'est un pays qui n'a jamais été colonisé. Hein? Voilà. Un pays qui, chaque fois qu'on a tenté de l'envahir, a tenu tête à l'envahisseur étranger, a refusé l'acculturation. Bien au contraire, elle a imposé sa culture aux autres. Vous ne pouviez pas venir négocier avec les Japonais sans qu'on se soit aperçu que vous avez quand même appris quelque chose. Voilà. Avant de venir. Chez nous, quand un blanc arrive, quand un occidental arrive, on se sent élevé, flatté quand on peut lui parler comme chez lui. Hein? C'est un peu comme quand le blanc dit « Oh, mais vous parlez très bien français. » Oui, monsieur, je parle aussi le lingala. Parlez-vous le lingala? Non. Nous devons nous affranchir de cette aliénation culturelle, cette aliénation, je vais aller plus loin, intellectuelle, parce que beaucoup de gens trouvent que être intellectuel en Afrique, c'est un prestige que l'on acquiert. C'est parce qu'on ne comprend pas très bien la signification du mot intellectuel. Le mot intellectuel, c'est quelqu'un qui a le savoir et qui le met au service de cette société. Voilà, ça c'est bien dit. Hein, qui défend une cause. Mais nous, le savoir que nous avons acquis hein, nous l'utilisons pour, je dis nous en général, hein, nous l'utilisons pour nous promouvoir nous-mêmes. Quand les gens commencent à parler un français très compliqué, c'est pour ah, mais à quoi ça a servi? Je demande à tous nos compatriotes, surtout ceux du Congo-Kinshasa, de regarder un peu nos aînés. Regardez Antoine Gizenga, il a un pied dans la tombe aujourd'hui. Hein? Il a un pied dans la tombe. Quel est le bilan de sa vie? Zéro. Voilà. Kengo, président du Sénat, hein, docteur en droit, ceci, cela. Quel est le bilan de sa vie? Zéro. Procureur de la République, Premier ministre, ceci. Quel est le bilan de sa vie? Qu'est-ce qu'il a contribué au Congo? Zéro. Voilà. Hein? C'est comme s'il n'avait jamais existé. C'est aussi Lambert Médé. À quoi a servi ce savoir? Il y a aussi Lambert Médé, mon frère. Ce voyou-là. Ce voyou-là. Hein? Donc, Mende Omalanga a mis son savoir au service des antivaleurs. Voilà. Donc, c'est devenu un expert en mensonge. Il respire le mensonge au quotidien. À chaque instant, il respire le mensonge, il parle le mensonge, mais c'est incroyable. Mais, même nous le savons, il a vendu son âme. Voilà. Et il est parti. Je vais revenir à autre chose. Tous nos chefs d'État africains tuent du Congo-Brazzaville, mais le Congo doit être réunifié. Oui, comme avant. Nous espérons qu'un jour toute l'Afrique sera une. Voilà. Mais revenons au cas du Congo-Brazzaville, par exemple. Mais c'est écœurant de voir Sassou Nguesso, hein, n'est plus se cacher qu'il est franc-maçon. Il fait des vidéos dans lesquelles on le montre qu'il est intronisé comme membre, grand maître de la franc-maçonnerie. Un Africain qui pense être honoré parce qu'il est devenu franc-maçon. Donc, il se met au service de puissances étrangères pour détruire son pays. Parce que, vous savez, le développement de l'Afrique ne fera pas le bonheur de l'Europe. L'Europe vit aux dépens de l'Afrique.
Ça, je ne suis pas contre les Européens en tant qu'individus. Je parle ici en tant qu'institution, en tant qu'État. Ces pays de l'Union européenne ne pourront pas survivre si l'Afrique se développe et si l'Afrique est indépendante. Ces pays européens, l'Union européenne deviendra dépendante de l'Afrique, comme ils ont fait de nous les dépendants aujourd'hui. Voilà. Mais c'est que nous devons leur apprendre. Ils peuvent dépendre de nous, mais nous n'avons aucune intention d'aller les coloniser. Nous n'avons aucune intention d'aller les coloniser. Nous pouvons commercer avec eux, nous pouvons faire... Hein, mais, bon, ils doivent reconnaître que c'est nous qui avons la richesse, c'est nous qui devons commander. Voilà, ça c'est bien dit. J'ai un truc à dire pendant que tu es là au direct, hein, pour que tu... Oui. C'est très très important vu, tu as la radio aussi, afin que les gens puissent comprendre, hein. Donc, j'ai un truc à dire. Tu vois, quand je m'apprêtais à venir pour voir ma famille, il y a la police des frontières françaises en train de me dire, monsieur, vous avez des petits soucis avec le gouvernement, il y a des dossiers de justice à votre rencontre. Pourquoi? Parce que je dis la vérité. Mais j'ai ceci à dire. Tous mes amis qui sont des juristes, avocats, médecins, hein, et tous les philosophes africains, ils doivent écouter ceci. S'il m'arrivait quelque chose, hein, que je mourrais, ne vous inquiétez pas, hein, ne vous inquiétez pas. J'aurais donné ma vie pour la libération de l'Afrique. Je ne crains pas les tortures, hein, les œuvres de la France de merde, hein, leur intimidation, je ne crains pas. Mais ce que je dis, hein, peuple africain, je suis fier de ce que je fais, moi, le tiers africain, pour la libération de l'Afrique. Patrice Lumumba, s'il a donné sa vie, hein, si Malcolm X a donné sa vie, Martin Luther King pour la libération des États-Unis et Malcolm X, John Kennedy assassiné pour que les Américains, hein, noirs aient vraiment la liberté de circuler proprement aux States, et que aujourd'hui, hein, nous avons perdu pas mal des hommes immenses en Afrique. Je dis stop. Ça me fait mal que la femme du Kivu, elle est violentée sexuellement, ainsi que des enfants. Les enfants sont mis dans des mines pour soustraire le cobalt, hein, le coltan, le tantal. Ça me fait mal. Où va le monde? Et je crois que, mon frère Lambert, hein, nous sommes dirigés par des malades. Nous sommes dirigés par des reptiliens. Ce n'est pas des gens démocrates, c'est des assassins. Je te redonne la parole, mon frère. Tout à fait. Nous sommes dirigés par des monstres, et je voudrais ajouter, c'est des gens qui ont déjà vendu leur âme, en ce sens qu'ils ont la connaissance, ils savent que ce qu'ils sont en train de dire et de faire est contraire à ce qu'ils devraient normalement, est contraire à ce que leur conscience leur dicte. Mais ils sont obligés de suivre ce que le système dans lequel ils sont entrés leur impose. Et c'est dommage. Ils n'ont jamais eu le courage de s'amender, hein, et ils vont mourir dans ce système-là. Plutôt que nous d'attendre que ce système-là se désintègre par lui-même, c'est pour ça que je dis, nous devons commencer à les tuer, parce que ces gens-là ne connaissent que le langage de la violence. Oui. Et le langage de la violence, ce n'est pas seulement comme tirer avec des fusils ou avec des canons ou bien faire tomber des bombes. On est en train de tuer au Congo avec des fusils, bien sûr, mais aussi économiquement. On affame la population. On l'affame physiquement, on prive la population de nourriture, on prive la population de connaissances, parce qu'on détruit l'enseignement au Congo. Oui, ils détruisent. Et ailleurs en Afrique. Oui. Ils détruisent. Donc, ils sont en train de nous tuer petit à petit de cette façon-là. Voilà. Et nous ne pouvons pas les laisser continuer. Nous devons cette fois-ci,
les Africains nous lever, pas seulement en parlant. Hein, nous avons la parole, c'est vrai, c'est le commencement de l'action. Oui. La parole, nous l'avons maîtrisée maintenant. Il y a des gens comme toi, Georges Mpassi, Maître Jackson Kalonji, Guy Sipamba et d'autres. Hein. Je suis content de voir qu'en moins de 10 ans, il y a des dizaines, voire même des centaines de tribuns africains, jeunes tribuns africains, des nationalistes, des patriotes, des résistants qui montent au créneau maintenant et qui parlent. Voilà. Il y en a beaucoup. Maintenant, la deuxième étape, c'est de commencer réellement à faire vaciller le système d'oppression qui est en Afrique. Et cela n'est possible que lorsque les malades qui nous dirigent là commencent à tomber sous les balles de résistants et des patriotes africains. Voilà. Et lorsque eux commenceront à tomber, leur soutien extérieur, comme d'habitude, mon frère, leur soutien extérieur vont se raviser et dire nous allons négocier avec les nouvelles forces. Voilà. En présence en Afrique. Et nous devons être ces nouvelles forces en présence en Afrique. Et quand ils viendront négocier avec nous, ils se rendront compte que les choses ont changé. Les gens qui sont en face sont prêts à mourir. Vous tuez Lambert Ngoyi aujourd'hui, Georges Mpassi est toujours là. Vous tuez Georges Mpassi, un autre est là. Maître Jackson est là. Il va continuer. Vous tuez Maître Jackson, Guy Sipamba est là. Il va continuer. Et ainsi de suite. Donc, le processus va être irréversible et ils se rendront compte que ça ne sert à rien. Il faut se rendre à l'évidence. Les Africains ont compris que l'Afrique leur appartient et c'est avec eux que nous devons faire. L'Espagne, le Portugal étaient des puissances mondiales extraordinaires. Où en sont-ils aujourd'hui? Où en sont-ils aujourd'hui? Voilà, ça la Grande-Bretagne, c'était une très grande puissance. Où en est-elle aujourd'hui? Elle est obligée de se soumettre aux États-Unis. Voilà. Et les États-Unis eux-mêmes commencent à se rendre compte que les intérêts des Européens en Afrique ne sont pas nécessairement leurs intérêts. Voilà. Donc, c'est aussi un effort. Vous savez, dans la sensibilisation, nous avons réussi à sensibiliser notre peuple africain qui comprend. Maintenant, nous devons aussi accélérer dans les pays où nous habitons, ici pour nous qui sommes dans la diaspora, accélérer la compréhension au sein de l'opinion publique. Parce que mon frère Georges Mpassi, les Occidentaux, nous appelons globalement occidentaux, mais la société occidentale est composée des oppresseurs et des opprimés. Voilà. Les mêmes oppresseurs qui nous oppressent en Afrique, là, oppressent leur propre peuple ici. Oui. À la différence qu'ici, on ne les tue pas comme ça de manière crue. Ils les tuent à petit feu. Mais on les enchaîne au travail. Voilà. C'est métro, boulot, dodo. On te paye juste assez pour vivre, pour avoir un peu l'impression que tu as ta liberté, tu prends des vacances, tu peux mettre tes enfants à l'école. Mais tu es dépendant d'un système capitaliste que tu dois continuer à entretenir. Sinon, on t'élimine. Donc, ces oppresseurs, cette classe d'oppresseurs obscurs qui est toujours là, c'est la même qui oppresse leur peuple ici. Et nous devons porter le message, le même message que nous portons au peuple africain, porter ce message-là ici. Parce que ici, le petit peuple a quand même la possibilité de changer les choses par des élections. Bravo. Si aujourd'hui Macron se rend compte qu'en France, les gens se disent Macron est allié avec des tueurs, avec des mafieux. Oui, mais il est rallié avec des tueurs. Ça ne peut pas continuer, c'est contre la... Oui, c'est contre la morale. Voilà. Et que ce message-là commence à circuler. Il sait très bien que dans 4 ans, quand il devra passer aux élections, il ne passera plus. Donc, lui-même aura intérêt, lui et ses acolytes dans son système, aura intérêt à changer. Donc, mais... si Vas-y. tout le monde fait comme par exemple je fais ici au Japon, mon frère, sans te couper la parole,
Je voulais juste faire passer ce message. Si tout le monde fait comme je le fais au Japon, hein, je suis catholique, mais je vais à la messe le dimanche, mais je m'empresse de parler du Congo. Je ne peux pas aller sans au moins toucher 4, 5, 6 personnes. Dans les églises catholiques ici au Japon, je peux prendre les adresses des églises et envoyer des messages, email ou bien le courrier par la poste. Mais il faut que le message sur ce qui se passe en Afrique soit connu, hein, et dispersé de cette façon-là. Bon, je vais parler des églises parce que moi je suis l'église catholique parce que je suis catholique, mais je suis aussi enseignant au Japon. Voilà. J'en parle à mes étudiants, j'en parle à mes collègues. Hein. Quand je prends le train, je fais exprès de lire des articles de journaux concernant le Congo, mais bien étalés pour que les gens à côté de moi puissent regarder et voir les images. Cela est important de faire passer le message. Le message, je vais dire en lingala, hein? Il faut que Congolais baboma bakolabonio sonakati à RDC, baboma bango. Hein? Parce que contre bakoboma bango bakosimba Hippolyte Kanambe alias Kabila. Hein? Kakaboyi, il faut baboma bango. Et secondo, ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est quel est le message que tu peux donner à certains Noirs de France qui sont dans la France en marche en train de suivre Emmanuel Macron, en train de dire que Emmanuel Macron va libérer l'Afrique. Quel est le message que tu peux dire à ces Noirs-là qui sont aliénés? Je dirais ceci, mes frères, réveillez-vous. Vous êtes en train de vivre un rêve avec les yeux ouverts. Voilà. Réveillez-vous, regardez votre propre situation en France. Regardez votre propre situation en France. Est-ce que la vie que vous menez en France, c'est la même que vous menez quand vous retournez en Afrique avec vos petits salaires que vous avez en France? Est-ce que c'est la même vie? Vous êtes mieux en Afrique qu'en France. Macron va libérer l'Afrique. Est-ce que quand il aura, admettons qu'il libère l'Afrique, est-ce qu'il mettra l'Afrique entre les mains des Africains? Non. Il travaille pour un système. Il va vous arracher l'Afrique. Voilà, ça c'est bien dit. Ne rêvez pas en vous disant je suis noir français, je suis français, donc demain, si Macron arrive à changer le système au Congo Kinshasa, au Congo Brazzaville, au Gabon, au Togo, moi je pourrais rentrer. Il ne va pas te nommer en Afrique. Combien d'ambassadeurs français noirs y a-t-il? Je demande rien que ça. Rien que ça. Combien d'ambassadeurs noirs? Regardez la liste diplomatique en France. Combien d'ambassadeurs noirs y a-t-il? Combien de chefs d'entreprise publics nommés par le gouvernement français? Combien de noirs d'origine africaine sont PDG? Voilà. Combien? Donc ne rêvez pas. S'il faut libérer l'Afrique, c'est vous qui devrez commencer à faire ce travail-là. Organisez-vous en tant qu'Africain. En tant qu'Africain et pesez alors sur le système, sur le gouvernement français. Je veux donner l'exemple. Oui, vas-y. Je veux donner l'exemple de nos amis italiens. Les Italiens d'Amérique. Les Italiens d'Amérique se sont rendus compte qu'ils ne sont pas la majorité en Amérique. Mais ils se sont regroupés à New York. Ils se sont regroupés à New York, où ils contrôlent une partie de l'économie de New York. Et petit à petit, ils avaient un plan. Ils sont arrivés aujourd'hui à contrôler la politique à New York. Le gouverneur, les deux gouverneurs successifs, les récents de l'État de New York, sont d'origine italienne. Ça, grâce aux Italiens de New York, qui se sont organisés. Donc, nous demandons à nos frères de France, les Noirs de France,
ils doivent se rendre, pas seulement en France, en Belgique, en Angleterre et tout ça, ils ne pourront réellement émerger en France que si l'Afrique est forte. Donc, eux doivent travailler avec nous, qui avons l'intention de rentrer en Afrique et travailler. Ils doivent travailler avec nous pour que l'Afrique soit forte. Et quand l'Afrique est forte, eux alors seront en meilleure position en France s'ils veulent rester vivre en France et avoir à continuer à jouir de leur nationalité française. Voilà, aujourd'hui, je crois que c'est François Hollande qui l'a dit très clairement, hein, il faudrait commencer à réfléchir sur la possibilité de déchoir certains individus de la nationalité française. On parlait du terrorisme à ce moment-là. Mais s'ils réussissent à faire passer une loi telle que quelqu'un qui est coupable de terrorisme peut être déchu, un Français coupable de terrorisme peut être déchu de la nationalité française, vous pouvez être sûr qu'ils trouveront aussi de nouvelles raisons pour pouvoir diminuer la population africaine en France. Ça c'est bien dit. Mon frère, il y a un frère qui met un message, hein, c'est oui. Thierry Ngomo, il met un message, le papa de Rossi. Donc on sort un message pour le père de Rossi, quoi, il veut dire. Quel est le message que tu peux donner au père de Rossi? Et secondo, quel est le message que tu peux donner au peuple camerounais vu qu'il y aura l'élection présidentielle au Cameroun? Et secondo, quel est le conseil que tu pourras donner à la diaspora gabonaise qui ne lâche pas? Il continue à faire tout le temps des manifestations pour demander que Jean Ping, qui a été élu par le peuple gabonais, puisse prendre la place du pouvoir. Je te donne la parole, mon frère. D'accord. Bon, je vais aller point par point. D'accord. Au père de Rossi, je voudrais d'abord dire merci d'avoir élevé son fils comme il l'a fait, hein, avec beaucoup de dignité et beaucoup de, je dirais même de sagesse, parce que il a, pour ceux qui connaissent Kinshasa, Rossi est un fils d'Ngaba. Ngaba, ce n'est pas une commune affluente, hein, ce n'est pas là où les riches habitent. Donc, il a inculqué des valeurs morales et le patriotisme à son fils qui ont fait que son fils a porté, aujourd'hui je peux dire cela, a porté la nation sur ses épaules au point de donner sa vie. Donc, ma première réaction, c'est de dire au père de Rossi, nous comprenons sa douleur, nous compatissons. Nous avons perdu un frère, mais nous devons ici considérer que son travail n'a pas été inutile et nous le remercions, le père de Rossi. Parce que, en tant que parent, il a fait son travail et nous savons que beaucoup de parents élèvent leurs enfants, mais ne réussissent pas aussi bien que lui a fait avec son fils. C'est-à-dire le garder sur le droit chemin et lui inculquer des valeurs que ce fils a intériorisées, hein, et puis les a exprimées dans ses actions au niveau national. Ça, c'est une première chose. Donc, je dirais merci beaucoup au père de Rossi et aussi à tous nos compatriotes. Je dis que Rossi est parti, il était l'espoir de sa famille, il était l'espoir de son père, de sa femme, de ses enfants. C'était le soutien principal. Nous devons continuer à les aider, à les accompagner. Voilà, ça c'est bien dit. Donc la petite cotisation que nous avions faite là ne doit pas être la dernière. Voilà. En tout cas, nous devons les accompagner jusqu'au jour où nous prendrons le pouvoir au Congo et que nous pourrons utiliser les moyens de l'État pour soutenir les familles de tous ces martyrs-là. Parce que tous ces martyrs doivent être recensés et leurs familles recevoir
l'aide nécessaire que l'État leur doit en reconnaissance des sacrifices de leurs enfants. Pour ce qui concerne les Camerounais, je crois que non seulement les Camerounais même, mais les Africains sont fatigués de Biya. Voilà. Ça fait longtemps qu'il est là. Il faut trouver un moyen de le faire partir. Il faut trouver un moyen de le faire partir. Ils ont eu l'habitude de tricher, de se maintenir au pouvoir, et la France est à leur côté, aux côtés de Biya et de sa coterie. Mais cette fois-ci, s'ils tentent de s'imposer encore, mon conseil est celui-ci. Chers frères camerounais, faites ce que nous avions conseillé à Étienne Tshisekedi, mais qu'il n'a pas appliqué au Congo, malheureusement. Choisissez l'un d'entre vous et chargez-le de la mission de former un gouvernement. Et le monde entier, alors, aura à choisir entre Paul Biya et son gouvernement et le gouvernement que le peuple aura, que le peuple pourra soutenir de manière visible à travers des manifestations et ainsi de suite. Ça ne sert à rien d'aller protester contre Paul Biya. Il faut désormais sortir dans les rues pour soutenir l'alternative. Voilà. Et l'alternative doit avoir un nom, l'alternative doit avoir un visage. Voilà. Trouver quelqu'un, former un gouvernement et que le monde ait à choisir. C'est la même chose pour nos frères, nos frères au Gabon. Au Gabon, ils ont Jean Ping, mais il faut, je ne sais pas si Jean Ping a formé un gouvernement, parce que nos frères africains là, Jean Ping et les autres, ils ont toujours cette mentalité de dire, nous allons attendre que les décideurs, les Occidentaux, leur donnent le feu vert pour faire ceci ou pour faire cela. Ils vont demander la permission. Qu'est-ce qui empêche à Jean Ping aujourd'hui, de choisir parmi les radicaux qui sont autour de lui là et de dire, nous formons un gouvernement. À partir d'aujourd'hui, le fils Bongo là, il est illégal, il est illégitime. Nous demandons au peuple de nous soutenir. Parce que le peuple ne peut pas continuer à sortir dans la rue simplement pour aller dire non Bongo, non Bongo, non. Il faut aller pour dire voilà, nous avons un chef de l'État, nous avons un gouvernement, le gouvernement a décidé ceci, nous appuyons cela. Voilà. Donc on sait quel est le vrai gouvernement à ce moment-là. Voilà. Mais pas attendre d'aller chez les soi-disant décideurs pour dire écoutez, ça va aboutir à quoi mon frère? Ça va aboutir à de nouvelles négociations, à des partages de pouvoir. Mais tu vas partager le pouvoir avec quelqu'un qui te dit moi je garde l'armée et l'argent, tu peux avoir tout ce que le reste là. Ce n'est pas un partage. Voilà. Ça c'est bien dit. Cette fois-ci, nous demandons à nos populations d'être fermes et de dire on ne négocie pas, tu pars. C'est tout. Paul Biya part, Bongo tu pars. Et si tu ne pars pas, nous allons faire comme au Congo-Kinshasa bientôt. Nous devons commencer cela. Si tu ne pars pas, eh bien tous ceux qui sont autour de toi là vont commencer à disparaître. Mon frère, le fils Bongo et Paul Biya n'ont pas d'armée suffisamment nombreuse, suffisamment forte pour protéger tous les parasites qui sont autour d'eux là, qu'on appelle les députés, les ministres, les PDG et tout ça. Si eux là commencent à tomber un à un, nous savons comment ça se passe en Afrique. Ils vont tourner Kazakh. Voilà. Ils vont tourner Kazakh et se ranger du côté du peuple. Voilà. Ça c'est bien dit. Et maintenant en Afrique, ce sont des actions qu'il faut. Des actions. Il nous faut appliquer des actions. Et c'est le moment de le faire. Beaucoup ont peur en disant on va être condamné pour incitation au meurtre, on va être condamné pour incitation à la haine, on va être condamné pour outrage au chef de l'État. Mais rappelons-nous toujours que c'est le peuple qui est souverain. Voilà. Le peuple qui est souverain. Et quand la loi, la constitution n'est plus respectée, quand les droits du peuple ne sont plus respectés,
le peuple se prend en charge à travers ceux qu'il a choisis. Bon, dans le cas du Gabon, apparemment, ils ont choisi Jean Ping. Eh bien, c'est Jean Ping qui va faire la loi finalement. Voilà, ça c'est bien. Mais il doit avoir le courage de mettre en place des institutions. On ne doit plus commencer à soutenir un individu simplement. Il a été élu, c'est lui le chef. Nous attendons maintenant qu'il fasse un gouvernement et qu'il montre qu'il est prêt à diriger. Il est prêt à diriger et pas servir comme préfet du Gabon auprès de Macron. Ça c'est bien dit ça. Ça c'est bien dit. Je suis très ravi. Dernière chose que j'aimerais te dire mon frère, qu'est-ce que tu peux dire au peuple qui est au Togo, qui se lève tout le temps contre Faure Gnassingbé? Faure Gnassingbé a promis des élections apparemment. Oui. Le peuple se lève. Moi je loue le courage du peuple togolais. Je loue le courage du peuple togolais. C'est la même chose que ce que je viens de dire pour le Gabon, pour le Cameroun. Il faut que des leaders au Togo aient le courage de dire que nous n'allons plus attendre les échéances. Le mal a déjà été fait. Gnassingbé a tenté de tripatouiller la Constitution. Oui. Les gens sont morts. Il faut le pousser à la démission. Bon, qu'on n'attende plus, soi-disant, normalisation du processus démocratique, ceci, cela. Non. Qu'ils exigent simplement la démission de ce monsieur et qu'il parte. Il est venu au pouvoir de manière déjà pas très... Je suis catholique, j'allais dire pas très catholique, oui, mais oui. il est arrivé au pouvoir de manière un peu cavalière. Voilà. Son père est mort, il a décidé que c'était lui l'héritier. Bon, il a fait son temps, il a commis des gaffes, mais comme partout ailleurs, il se rend compte qu'il est totalement impopulaire. Ben, faisons une première en Afrique, poussons le chef de l'État togolais à démissionner, immédiatement. Que le peuple demande sa démission, qu'on ne demande plus de normalisation, qu'on ne demande plus le respect de la Constitution, l'organisation des élections libres, transparentes. Non. Et c'est la même chose qu'il y ait quelqu'un pour le remplacer immédiatement. Si c'est le président du Parlement, même s'il est dans son camp, qu'on le remplace. La première chose, c'est d'assurer le transfert du pouvoir de ce jeune homme à un nouveau chef de l'État, même si ce chef de l'État est intérimaire, comme c'était le cas au Burkina Faso. Bon. Ça, c'est bien dit, ça. Bon, il y a un truc... En tout cas, mon frère, Oui, Maître Jackson, attends un instant. D'avoir donné la parole dans ce direct. D'accord. J'ai monopolisé un peu trop. Non, ne t'inquiète pas. D'intervenir. Voilà. Donc, attends, Maître Jackson... On t'entend pas bien, Maître Jackson, on t'entend pas bien. N'entendons pas très bien, Maître Jackson. Je vais me retirer pour que Maître Jackson puisse prendre la place et on l'entendra beaucoup mieux. Je pourrai revenir si nécessaire. Ok, merci. En tout cas, merci encore et merci beaucoup à tous les auditeurs. Je rappelle que ceci va être diffusé sur Congo-Net Radio afin que dans les deux Congos, les gens puissent suivre ce qui se dit dans la diaspora. Il faut diffuser ça, mon frère. C'est bien dit. Merci. Allô, Maître Jackson. Alors, l'irréductible patriote est parti. Je voudrais juste préciser que le papa de Rostim dit. Je ne sais pas si vous me suivez. Attends, je branche. Allô? Oui. Ouais, je quant à ma question, que vous avez l'irréductible patriote Lomben à propos du papa de Rossi. Oui. Le papa de Rossi vient de mourir ce 2 juin à l'hôpital de l'Amitié.
dans la commune de Ndjili. Oh non. Le papa de Rossi est mort. Voilà ce que je voulais dire. La précision que j'ai apportée dans le commentaire n'a pas été bien saisie. Ah, d'accord. Pourquoi je voulais que l'homme puisse dire un mot là-dessus. C'est donc, je vais le rappeler comme ça, il va dire un truc. C'est juste ça que je voulais vous dire. Oui, je vais le rappeler. Voilà, merci beaucoup. Merci vraiment pour ce message. Merci. Je vais le rappeler. Je reprends. Merci, mon frère. Ça va, je me débranche. Je ne peux pas laisser un message vraiment. Ah là là. On ne peut même pas lui laisser un message, hein. Bon, j'espère qu'il va voir. Bon, espérons il va voir le message. Bon. Là, donc, je vais passer sur... Mes chers parents africains, nous avons des sérieux problèmes. Nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas des ennemis de l'Union européenne, ni des États-Unis, et ni du Japon ou de la Corée du Sud ou Corée du Nord, ou de l'Inde, ou de la Chine, ou du Pakistan. Non. Mais ce que nous voulons, que tous les pays du monde puissent laisser le peuple africain tranquille, puissent laisser le peuple du Congo RDC, qu'ils sont en train de malmener dans des tueries, dans des viols. Il faut que ça cesse. Nous sommes des peuples que Dieu a créés libres. Pendant que tu sors du ventre de ta mère, on te coupe le cordon ombilical, ça veut dire que tu es un être libre. Ça veut dire que tu es un être qui devrait faire des bons actes dans cette vie. Mais ils empêchent aux gens de faire ce qu'ils doivent bien faire. Il y a pas mal des enfants en Afrique. On les empêche d'aller à l'école parce que les parents sont pauvres. Mais en réalité, je vous dirais, excusez-moi. Allô, maître. Oui. Donc, c'était pour te dire, il y a maître... Mon frère Georges Mpassi, je suis vraiment bouleversé. Je viens d'apprendre la nouvelle... Voilà, et il voulait que tu donnes un message par rapport au père de Rossi. Ça fait trop mal. Aïe. Je viens juste d'apprendre, j'ignorais, c'est à la minute là que je viens d'apprendre que le père... non seulement c'est triste, mais ça fait mal, mais ça donne une colère telle que je voudrais demander, si nous étions dans un pays normal, le peuple se serait soulevé aujourd'hui pour aller en découdre avec ce gouvernement qui tue. Comme je te disais, on ne tue plus seulement au Congo par des balles, par des canons. Hein. On tue
en imposant la misère, la famine, en imposant la douleur. Voilà. La douleur. Manque d'eau, l'eau potable, pas d'eau potable, pas de vivre. Vient de mourir de chagrin. Je suis sûr que c'est de chagrin. Oui, c'est le chagrin. Il est mort de chagrin. L'œuvre de toute sa vie, son fils mourir ainsi, hein, et face à un gouvernement sanguinaire, je manque de mots. Je manque de mots. La colère est telle que... Quel est le message que tu... Mon frère, j'ai besoin que tu envoies un message fort au peuple congolais qu'ils arrêtent en RDC de suivre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. Hein? Et Vital Kamerhe. Mais je te dis, ces gens-là, aussi bien ceux qui sont au pouvoir que ceux qui sont en opposition, c'est réellement de monstres. Ils n'ont plus de sentiments humains. Voilà. Le père de Rossi a été le professeur de mathématiques de Syndicat Dokolo, le millionnaire Syndicat Dokolo. Ah Dieu. Le multimillionnaire Syndicat Dokolo, ami de Moïse Katumbi, multimillionnaire au Congo, hein, ami de Félix Tshisekedi, aussi multimillionnaire, non pas parce qu'il travaille, mais parce qu'il reçoit de l'argent de Kabila. Voilà. Hein? Tous ces trois-là, multimillionnaires, et je ne voudrais même pas ajouter les autres, là, Olivier Kamitatou, oui. Hein? Oui. Tous ces gens-là qui se sont engraissés sur le dos de notre pays, hein? Ils savaient depuis des mois que le père de Rossi avait été le professeur de mathématiques de Syndicat Dokolo, qui dépense aujourd'hui des millions pour faire des faux mouvements pacifiques au Congo. Ils auraient pu soutenir le papa. Voilà. Mais au fait, aucun. Quand vous les entendez dans leur discours là, il faut qu'on leur pose la question sur Rossi pour qu'ils parlent de Rossi. Mais jamais d'eux-mêmes. Et ça, la mort du père de Rossi, hein, je suis persuadé que c'est à cause de la douleur. Oui, c'est la douleur, c'est la douleur. De voir que ces gens-là, hein, ces gens-là qui, eux, disent qu'ils se battent pour le pays, hein, n'ont même pas été capables de soutenir la famille. Je suis persuadé que maintenant, ils vont certainement mettre de l'argent pour qu'on fasse des grandes funérailles pour le père de Rossi, ceci, cela. Hein? Ça me met en colère. Ça me met en colère. Et je demande à la jeunesse congolaise, d'utiliser. Hein, nous avons manqué l'occasion avec le deuil de Rossi. Voilà. D'utiliser le deuil du père de Rossi, du père du martyr de ce combat de libération pour faire quelque chose. Oui. Il faut qu'il y ait un rassemblement monstre sur le lieu du deuil. Ça, c'est bien dit. Et il y a un cortège monstre pour le cortège vers l'enterrement. Et que le discours politique clair soit dit lors de l'oraison funèbre. En Afrique du Sud, le moment de deuil, c'était celui où le moment où la révolution, le combat prenait était au paroxysme. Voilà. Hein? C'était le moment fort du combat. Les jours, la période de deuil, quand un combattant tombait, comme Steve Biko, eh bien, le deuil et l'enterrement, c'était des moments extrêmement forts de combat. Peuple congolais, ne passez plus votre temps à pleurer. Nous n'allons pas pleurer le père de Rossi. Nous devons utiliser sa mort, hein, comme un moyen de réinvigorer la lutte, de montrer à la face du monde que ces deux personnes, le père et le fils, sont morts pour la patrie et que nous sommes prêts à faire la même chose. Et en conséquence, je réitère mon vœu, et c'est que beaucoup appellent aujourd'hui le mot d'ordre,
to boma bakolabo na Kinshasa. Nasengi bino nyonso na diaspora. Nasengi bino nyonso na diaspora awa na mutaba na oti na mbongo. Moi, Lambert Ngoyi, je prends la responsabilité de faire tuer les collabos à Kinshasa. Mendo Malanga, Évariste Bochap, Kimbuta, Kalnev, et tous ces gens-là doivent commencer à tomber. Ça, c'est bien. Aussi bien le collabo notoire que tous les autres petits collabos, parce que les autres vont penser, en les ayant pas cités, je les ai oubliés. Non, tous les députés, tous les sénateurs, tous les PDG d'entreprises publiques, tous les ministres et leurs cabinets, tous les gouverneurs et leurs cabinets, tous sont passibles de mort par la volonté populaire. Nous demandons l'insurrection populaire au nom de l'article 64 parce que c'est du fait que nous avons un groupe d'individus soumis à la volonté des éléments mafieux au Congo et dans la communauté internationale, c'est du fait de ces gens-là qui exercent le pouvoir en violation de la Constitution que nous avons des gens comme notre frère Rossi qui meurt, nous avons des gens comme notre papa, le père de Rossi qui meurt, et que nous avons des millions de femmes violées dans ce pays-là. En vertu de l'article 64 de la Constitution, c'est légal, c'est légitime. Moi, Lambert Ngoyi, je demande à chaque jeune au Congo de cibler un collabo, de les liquider. Voilà. Vous devez le faire, que vous soyez payé ou que vous ne soyez pas payé. Mais je prends aussi l'engagement que demain, lorsque nous prendrons le pouvoir au Congo, en exerçant le pouvoir au nom du peuple congolais, nous allons rémunérer tous ceux qui ont fait cet effort-là d'éliminer le collabo à raison de $20 000 par tête de collabo abattu. Ça, c'est bien dit. Le mort du père aussi me rend extrêmement triste, elle me met en colère, mais en même temps, j'espère que cette fois-ci, le peuple congolais va pouvoir comprendre. Utilisons le moment du deuil, utilisons le jour de l'enterrement pour faire quelque chose de très clair. Ingeta, ça c'est bien dit. Merci. Merci mon frère. Merci. On se voit tout à l'heure dans le programme de notre frère. Merci. Ah là 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 là. Donc nous allons continuer. Là donc, nous allons voir ce qui est important. D'accord. Donc je voulais mettre, parce qu'on est passé, voilà, c'était quoi que je voulais mettre tout à l'heure? C'était, d'accord, l'Union africaine, voilà, c'est l'Union africaine. Nous allons voir. L'Union africaine n'est que une bande de criminels. Regardez ici, vous verrez, tous les criminels sont là. Tous les criminels, ils sont là. On va les voir. On va les voir. Ça fait mal au cœur. Comment des assassins, des gens qui n'ont pas gagné aux élections, peuvent être là? Mais ça veut dire que l'Union africaine ne respecte personne. Nicolas, qui est présent et qui ne l'est pas, vous vous rappelez que plusieurs dirigeants africains importants ne sont pas venus en Éthiopie. Tout à fait. Alors, pour commencer par ceux qui viennent, il y a notamment ceux dont vous venez de parler, les dirigeants du G5 Sahel qui ont donc rencontré Emmanuel Macron hier à Bamako et qui ont annoncé la création, pour commencer, d'une force de 5000 hommes au Sahel. Il s'agit des présidents de la Mauritanie, du Tchad, du Mali, du Niger et du Burkina Faso. On attend également ici notamment le président rwandais, Paul Kagame, et son homologue congolais, Joseph Kabila. Mais il y a des absents de taille, et vous savez que la grande annonce cette année concernant l'Union africaine, c'était le retour du Maroc, après plus de 3 décennies d'absence par rapport au dossier épineux de la République sahraoui. Eh bien, c'est la surprise, le roi Mohamed VI ne vient pas, il sera remplacé par son frère, le prince Moulay Rachid. 2 autres absents de taille, les présidents des géants anglophones de l'Afrique du Sud et du Nigeria. Alors, le président Jacob Zuma ne vient pas car il y a une réunion importante de l'ANC, de son parti en Afrique du Sud. Le président Mouhamadou Bouhari, lui, ne vient pas car il est malade. Il est actuellement soigné en Angleterre. Il y a également un autre président qui ne vient pas, là c'est moins une surprise, c'est Paul Biya du Cameroun. L'opposition
l'opposition camerounaise explique qu'il passe le plus clair de son temps dans des hôtels en Suisse. Il faut savoir que Paul Biya n'est pas venu ici depuis une dizaine d'années. Les absents, les présents mis à part, Nicolas, quelles seront les principales thématiques à ce sommet de l'Union africaine? Alors d'abord on va évoquer des dossiers sécuritaires, notamment la présence des Chebab en Somalie, la guerre civile au Soudan du Sud, la présence des djihadistes au Mali, de Boko Haram autour du lac Tchad et puis le conflit en Libye. Mais il n'y aura pas uniquement des questions sécuritaires, il y aura également des questions de réforme de l'institution. C'est Paul Kagame, le Rwandais, qui est en charge d'une mission pour voir comment réformer cette institution. Le gros problème de l'Union africaine, c'est que plus de 2/3 des financements proviennent de pays non africains, de l'Occident, de la Chine, de la Turquie. Un ministre africain me disait que cela pose un réel problème de crédibilité pour l'Union. Donc Paul Kagame, il va essayer de voir comment augmenter la part des financements africains pour soutenir l'Union africaine. Nicolas Germain à Addis Abeba, merci beaucoup. Voilà. Donc l'Union africaine, nous allons voir, ça vient. Excusez-moi un instant. On a besoin... On va les voir. Moi, je veux voir eux tous. C'est eux tous qui me plairait de voir. Tous ces dictateurs. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France 24, l'heure de votre journal de l'Afrique. Et à la une, l'autofinancement de l'Union africaine. Déterminé à s'affranchir de la tutelle financière des bailleurs étrangers, les membres de l'organisation ont trouvé la solution. À taxer à hauteur de 0,2% tous les produits importés sur le continent. Cet espoir pour les 25 millions de malades du sida à travers le continent, le Kenya propose désormais une version générique et peu coûteuse du DTG. C'est le traitement le plus avancé dans la lutte contre le virus. Ce médicament pourrait ensuite être proposé au Nigeria et en Ouganda. Et puis ce témoignage pour le moins surprenant, celui d'un ancien prisonnier de Guantanamo, de retour chez lui en Tunisie. Salah Sassi se dit harcelé par les autorités au point de regretter ses années de détention. Un reportage à suivre à la fin de ce journal. Les chefs d'État et de gouvernement du continent réunis en ce moment même et pour 2 jours à Addis Abeba en Éthiopie, une réunion de travail au siège de l'Union africaine. Alpha Condé, le président en exercice de cette organisation panafricaine, Alassane Ouattara ou encore Joseph Kabila sont sur place, mais plusieurs poids lourds du continent n'ont pas fait le déplacement. La correspondance de Nicolas Germain depuis Addis Abeba. Noter un fort taux d'absentéisme ici au sommet de l'Union africaine, puisque plus de la moitié des chefs d'État du continent ne se sont pas déplacés à Addis Abeba. On a relevé notamment l'absence du Sud-Africain Jacob Zuma, qui a préféré se rendre à une réunion de son parti, l'ANC, en Afrique du Sud. On a noté aussi l'absence de Macky Sall, ou encore l'absence assez surprenante du roi du Maroc, Mohamed VI, puisqu'il faut savoir que le Maroc faisait son grand retour dans l'Union africaine cette année, après plus de 30 ans d'absence en raison de son désaccord sur la présence de la République sahraoui ici à l'Union africaine. Et puis parmi ceux qui étaient présents, 2 d'entre eux, Ellen Johnson Sirleaf du Libéria et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, nous ont dit explicitement qu'ils souhaitaient qu'il n'y ait plus 2 sommets chaque année, mais seulement un sommet de l'Union africaine et qu'il ne dure pas 2 jours à chaque fois, mais seulement une seule journée. Et ce 29e sommet doit aussi être l'occasion pour l'organisation panafricaine de s'affranchir de la tutelle des bailleurs de fonds étrangers. Je vous propose d'écouter le président du Niger, Mamadou Issoufou. Il répondait aux questions justement de notre envoyé spécial, Nicolas Germain. Déjà, à l'occasion des précédents sommets, nous avons pris la décision de fixer à 0,2% des importations les cotisations que les États membres doivent payer en vue du financement du fonctionnement et des programmes d'investissement ainsi que les questions de sécurité de l'Union africaine. C'est une décision majeure qui a été prise par les chefs d'État qui a pour objectif de créer les conditions de l'indépendance financière de notre organisation. Et on sait que certains pays rechignaient à payer cette taxe. Oui, c'est vrai, il y a des pays qui ont quelques préoccupations. On en tiendra compte, mais globalement, tous les pays, dans leur immense majorité, sont d'accord. Et même ce matin, dans le cadre du huis clos qui a été fait sur la réforme de l'Union africaine, cette décision de 0,2% a été confirmée. Un autre gros dossier de ce sommet, c'est la question sécuritaire. On sait que dimanche, vous étiez à Bamako avec d'autres présidents africains et Emmanuel Macron pour la création du G5 Sahel. Mais là encore, la grosse question, c'est quel financement pour ce G5 Sahel? Oui, effectivement, la question du financement est une question centrale pour la mise
en place de la force conjointe qu'on a décidé au niveau du G5 Sahel afin de lutter contre le terrorisme, d'aller au cœur de la menace, notamment au Nord Mali, pour lutter contre le terrorisme et les organisations criminelles. Nous avons proposé à ce qu'au sein de la MINUSMA, on puisse mettre en place une brigade dédiée à la lutte